La société spartiate est de type pyramidal. La partie supérieure est composée d'une élite d'environ 10 000 hommes, les homoi, c'est-à-dire les égaux ou les semblables. En théorie, ils disposent des mêmes richesses et des mêmes droits civiques. Le but était de créer une société d'égaux, une armée qui pourrait se battre sans jamais craindre les dissensions, toujours unie. Tout allait dans le sens de l'homogénéité, de la similitude. C'était l'une des clés du système spartiate, dont les maîtres mots étaient stabilité, ordre et obéissance. Après les homoi, on trouve une catégorie composée de 50 000 à 60 000 personnes libres vivant dans toute la Laconie, pour la plupart dans les environs de Sparte. Ce sont les périèques, ceux qui habitent autour. Ils étaient libres, mais ils ne pouvaient pas prendre de décision d'ordre politique. Ils étaient aussi obligés de suivre les Spartiates dans tous leurs choix. Les périèques composent une classe moyenne sans droit de vote, pourvoyant aux besoins des homoi. La majeure partie du commerce, de la production et de l'artisanat, et de la fabrication de ces armes qui étaient nécessaires à la société spartiate, était assurée par les périèques. C'était le moteur qui faisait tourner la machine. Grâce à eux, les pairs de Sparte pouvaient consacrer tout leur temps à l'entraînement athlétique et à la guerre. Tout ce qui n'est pas essentiel au fonctionnement de la machine est éliminé. Tout en bas de l'échelle, et largement supérieur en nombre, se trouvent les ilotes. Les épouses et les filles de l'élite spartiate gèrent les affaires domestiques. La seule charge des égaux consiste à s'occuper de ce que les Grecs appellent la police, la cité-État. La première mission du gouvernement spartiate est de surveiller les ilotes. Ils savaient que les ilotes les détestaient. Un Athénien qui connaissait très bien Sparte a dit un jour que les ilotes seraient ravis de les dévorer crus. Au cours des décennies qui vont suivre, Sparte va mettre au point un système étatique destiné à contrôler ses citoyens du berceau à la tombe. C'est en effet au berceau qu'on commence à évaluer les futurs Spartiates. Chaque nouveau-né est examiné par un représentant de l'État afin de déterminer si on doit lui permettre de vivre. Les bébés de faible constitution sont exposés, un euphémisme qui signifie être jetés dans un ravin. Cela nous semble d'une brutalité extraordinaire, mais le but était de former des guerriers. C'est la qualité qu'ils recherchaient chez les nouveau-nés. Ils avaient besoin d'hommes solides. Je ne crois pas qu'ils aient eu honte de vouloir engendrer les meilleurs rejetons possibles. Les petites filles devaient elles aussi être approuvées. Les experts décidaient si elles devaient vivre ou être précipitées dans un gouffre. Les filles acceptées sont élevées pour être mères, les garçons pour devenir des égaux, les guerriers contrôlant la cité. À Sparte, le peuple est souverain. Encore faut-il appartenir à la classe des homoi, des égaux. Car ni les périèques ni les ilotes ne sont des citoyens. Les Spartiates ont inventé un système unique, un système qui leur était propre et qui a persisté pendant de très nombreuses années. Si longtemps en fait que Machiavel et d'autres l'ont pris pour modèle. Le sommet de la hiérarchie spartiate est occupé par une monarchie héréditaire d'un genre très spécial. L'élément fondateur, et qui semble être le plus ancien de leur constitution, c'est qu'ils n'avaient pas un roi mais deux. C'est quelque chose de très étrange. La plupart des cités grecques avaient gardé un vestige du temps où elles avaient un roi. Et elles avaient parfois conservé un dignitaire religieux qui portait ce titre. Mais les Spartiates avaient une double monarchie et ces rois étaient investis d'un véritable pouvoir. Ils menaient les armées au combat et disposaient d'une incontestable autorité religieuse. Cela créait un équilibre des pouvoirs et empêchait qu'un seul homme ne prenne l'ascendant. Ces diarques forment avec 28 Spartiates âgés de plus de 60 ans un conseil des anciens appelé la Gérousia. Ce conseil joue un rôle politique et constitue le tribunal suprême.
Sparte était une sorte de gérontocratie. Les anciens gouvernaient. Certaines charges ne pouvaient revenir qu'aux vieillards. L'une des raisons qui explique cela, c'est que ceux qui parvenaient à un âge avancé dans un tel environnement étaient nécessairement des hommes d'exception. Après la Gérousia, on trouve l'Assemblée des citoyens formée par tous les égaux de plus de 30 ans. C'est la moins puissante des instances politiques de Sparte. Cette assemblée n'est pas faite pour prendre des décisions. Elle se contente de suivre les ordres donnés par ceux qui ont déjà déterminé la direction que va prendre la cité. En fait, ses membres se contentent de crier « Très bien, allons-y, faisons-le » quand on leur propose les lois. Au sommet de cette organisation se trouve un directoire de 5 hommes appelé Éphore. Ils prennent des décisions d'ordre militaire, sont responsables du système éducatif et disposent d'un droit de veto considérable, y compris sur les rois. Leur pouvoir n'est pas pour autant absolu, car leur mandat ne dure qu'1 an, et ils doivent rendre des comptes à l'Assemblée. À la fin de leur mandat, les efforts passaient automatiquement devant un tribunal. C'est un peu comme si nos présidents d'aujourd'hui, à la fin de leurs 5 années de mandat, devaient répondre de leurs actes devant des juges. Le but de la Constitution était d'empêcher quiconque, ou une quelconque instance politique, de devenir trop puissante. Et il semble que cela ait bien fonctionné. Pendant près de 400 ans, Sparte va bénéficier du gouvernement le plus stable de l'histoire de la Grèce antique. Mais le fait est qu'il ne s'agit pas d'une démocratie. La liberté des citoyens est un élément central de la démocratie. La liberté de s'exprimer, de voter en conscience. La liberté d'expression ne faisait pas partie de la société spartiate. Pour les Spartiates, la liberté n'était même pas souhaitable. Elle ne faisait pas partie de cet ensemble de vertus qu'on enseignait alors aux jeunes gens. Pour assurer l'égalité entre tous, le système empêche en principe tout Spartiate d'être plus riche que les autres. Une trop grande différence de richesse ou de confort de vie aurait été catastrophique. La taille de la ferme attribuée à chaque famille de guerriers devait être éternellement la même. Et cela n'est possible que si on détruit tout système marchand. Il n'y avait donc pas de monnaie, pas de marché. On ne pouvait ni exporter ni importer de denrées. Pour supprimer toute velléité d'achat immodéré chez les Spartiates, toutes les demeures doivent par décret être conçues à l'identique. Tout est fonctionnel, simple et semblable. La culture spartiate était austère. Le terme spartiate est encore aujourd'hui synonyme d'austérité et de sévérité. Il était inacceptable pour les Spartiates qu'on fasse montre de sa richesse avec de beaux vêtements. Cette austérité permettait l'égalité. On peut faire le parallèle avec l'uniforme qu'on portait autrefois à l'école de la République. Les vêtements ne devaient pas manifester l'inégalité. La réussite de Sparte repose sur sa société étroitement surveillée. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, sur une période de plus de 100 ans, Sparte va inventer et perfectionner le premier système d'ingénierie sociale. Dès leur naissance, ses citoyens sont sous la coupe de l'État. Les enfants faibles sont supprimés. Les plus résistants sont endoctrinés, entraînés et coulés dans le moule d'un guerrier capable de contrôler les Ilotes, le peuple colonisé et réduit à la servitude. Lorsqu'une petite population doit en asservir une bien plus importante, cela veut dire que chaque homme, en l'occurrence chaque Spartiate, doit valoir 10 ou 12 Messéniens, par exemple dans le cadre d'un combat. La seule façon d'arriver à ce degré de supériorité, c'est d'embrigader tous les jeunes pour leur faire suivre un entraînement standardisé, et ce, dès le plus jeune âge. À l'âge de 7 ans, les garçons de Sparte doivent quitter leur foyer pour passer sous la responsabilité de l'État. Ils entrent alors dans une sorte d'école militaire pour y suivre l'agogé,
À 7 ans, le jeune Spartiate entre dans le monde masculin, celui qui sera le sien jusqu'à la fin de sa vie, aussi longtemps qu'il survivra. Le premier cycle de cette éducation, c'est ce que j'appelle parfois les louveteaux de l'enfer. L'Agogé va durer 15 années, pendant lesquelles on va les préparer à se battre. Dans un registre historique différent, on raconte que le général Patton aurait dit « Je ne veux pas que vous tuiez pour moi, je veux que vous mouriez pour moi ». Cela aurait pu s'appliquer aux Spartiates. Ils se préparaient à mourir. Le premier cycle de l'Agogé va de 7 à 12 ans. Les enfants sont sous la responsabilité du pédonome. Ce dernier leur enseigne les rudiments de lecture et d'écriture et il leur donne une première éducation physique. La discipline et les punitions sont souvent dispensées par des garçons de la tranche d'âge supérieure. La mission principale de ce premier cycle est d'endurcir les jeunes garçons pour les habituer à une vie de rigueur. Le système éducatif spartiate était fait pour mettre les individus à l'épreuve et éradiquer toute trace de faiblesse. Toute sa vie de soldat, le soldat spartiate se savait surveillé par ses pairs. On le guettait en permanence au cas où il montrerait de la faiblesse et pour voir s'il était vraiment à la hauteur. La règle de l'Agogé, c'est le test permanent. Peux-tu encaisser ça? Es-tu assez solide? Es-tu assez fort pour être un homme, un spartiate? C'était la méthode dure portée à l'extrême. Les filles reçoivent aussi une éducation stricte, mais à la maison. Elles étaient éduquées depuis l'enfance pour être résistantes. Elles étaient sportives et, dans une certaine mesure, autonomes. Leur raison d'être, pour ainsi dire, était de produire des fils solides, capables de défendre la cité. Elles se nourrissaient bien, elles participaient aux jeux athlétiques, c'étaient des reproductrices de premier ordre. À 12 ans, le garçon entre dans le second cycle de l'Agogé, plus sévère encore que le premier. Chaque petit Spartiate reçoit alors un manteau unique qui sera son seul vêtement pour toute l'année. On le fait aussi aller pieds nus. Le but est de l'endurcir à la fois physiquement et moralement. En hiver, il fait très froid en Laconie. Si on y envoyait un adolescent de notre époque pieds nus et vêtu d'un simple drap, il ne survivrait pas longtemps. Les enfants sont fatigués, ils ont froid et ils ont faim. On vous donne de quoi survivre, mais pas assez pour avoir votre content. Et vous apprenez très vite que si vous voulez avoir assez à manger, il va falloir voler votre nourriture. C'était fait pour qu'il soit vif, mais aussi pour leur enseigner les réflexes nécessaires à la survie. Un Spartiate devait, si nécessaire, savoir trouver de quoi manger dans la campagne pour rester en vie. Un enfant spartiate surpris à voler était puni. Mais un enfant qui ne volait pas était considéré comme une mauviette. Ceux qui s'épanouissaient, c'étaient les meilleurs voleurs, ceux qui ne se faisaient jamais prendre. Selon Plutarque, les jeunes Spartiates étaient capables d'aller très loin pour ne pas se faire prendre. Il nous a transmis une anecdote à ce sujet. Un garçon avait volé un renardeau pour le manger. Ayant eu peur d'être découvert par son supérieur, il avait caché la bête sauvage sous son manteau. Plutôt que d'être découvert, il avait préféré se faire dévorer le ventre par l'animal prisonnier de son vêtement, et il en était mort. Durant toute l'Antiquité, cette histoire a été citée en exemple de la détermination spartiate. Ce garçon avait si bien appris à rester stoïque, à contrôler sa douleur, à respecter ses supérieurs, qu'il s'est laissé dévorer les entrailles. Sparte a non seulement inventé le concept de discipline militaire, mais l'a encore perfectionné au moyen d'une structure sociale unique dans laquelle l'entraînement des futurs soldats commence à l'âge de 7 ans. L'éducation des Spartiates se termine à 20 ans. Les jeunes Spartiates intègrent de petits régiments d'une quinzaine d'hommes. Ces unités, les Sicicions, seront désormais leur foyer.
C'est un moment clé dans la vie de tout Spartiate. Il doit être accepté dans un régiment. Tout ce qui a précédé, tout ce qu'il a accompli jusqu'à présent, l'a été dans la perspective d'être accepté. Si le Spartiate se doit en premier lieu à son régiment, il est aussi fortement encouragé à se marier pour procréer. Vu de l'extérieur, cet aspect de la vie en Laconie peut sembler plus doux, car les femmes de Sparte sont réputées pour être les plus belles du monde. Après tout, Hélène de Troie n'était-elle pas d'origine spartiate? Mais paradoxalement, ces hommes qui forment l'armée la mieux entraînée au monde n'utilisent pas cette force contre leurs voisins. Ils disposent d'une prodigieuse machine militaire. Mais tout se passe comme s'ils se disaient « Ne prenons aucun risque, admirons-la, polissons nos beaux boucliers, mais ne les utilisons pas à moins d'y être forcés. » 2 siècles durant, ce système va fonctionner à merveille à l'intérieur des limites de la Laconie. Mais c'est alors, pour des raisons qui demeurent encore mystérieuses, que Sparte a commencé à regarder, par-delà ses frontières, vers des peuples à conquérir. Les Spartiates craignaient-ils que leur machine de guerre se rouille à force de ne pas servir, ou peut-être avaient-ils tout simplement soif de vrais combats? Les Spartiates ne doutaient pas un instant que leurs 2 grands adversaires, les Argiens et les Tégéens, seraient faciles à vaincre. Ils étaient prêts à étendre leur territoire et à intégrer d'autres régions dans leur propre système. Au même moment, une armée colossale se prépare à contester la suprématie de Sparte. Une nation de plus d'1 million de soldats fourbit ses armes pour conquérir la Grèce. Les Perses. Au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, ils vont d'abord conquérir les Grecs d'Asie mineure, les Ioniens, avant de tourner leur regard vers l'ouest. Et cette volonté de conquête va déterminer l'histoire de la Grèce pour les 2 siècles à venir. Pendant plusieurs générations, l'ensemble de la Grèce va subir la menace perse. La façon dont Sparte et Athènes vont réagir à cette menace va à la fois diviser et unir le monde grec. Si les Perses avaient gagné, Athènes n'aurait pas connu la démocratie. Sans démocratie, il n'y aurait pas eu de politique athénienne, ni de théâtre, ni de philosophie. Une grande partie de ce que nous appelons notre héritage culturel n'existerait pas. Les événements des Thermopyles vont changer le cours de l'histoire à jamais. La culture et la civilisation grecque allaient pouvoir s'épanouir. Le culte du guerrier spartiate inflexible durera moins d'1 siècle. La domination de Sparte arrive à son terme. Seule la légende perdure.